à tous. Merci d'être là. Donc je vais me présenter, Clément Tequi, je suis cofondateur de Ternois, qui est aujourd'hui la plus grosse blockchain française entièrement dédiée aux NFT, et CEO de Capsule Corp Labs, qui on va dire est l'intégrateur principal de la chaîne, c'est-à-dire d'une part développer des microservices qui permettent de prendre en main la chaîne, type des wallets, des indexeurs, des SDK, etc. Et également qui va accompagner des grandes entreprises comme par exemple Stellantis ou Kaiser à venir développer des cas d'usage autour de NFT, et également des startups, puisqu'en fait, en tant que blockchain, notre objectif est de pouvoir en fait créer un écosystème et de générer on va dire, le maximum de transactions, ce qui est le modèle d'une infrastructure. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler un petit peu du Web3 en général, de ce que ça signifie, de quels sont les enjeux, et concrètement essayer de comprendre où se situe un petit peu cette révolution d'un point de vue un peu plus conceptuel, et en quoi les NFT, en tant que support, sont les outils, d'une certaine manière, le bras armé de cette révolution. Attendez, du coup... Donc avant toute chose, ce qu'il y a d'important de comprendre, c'est de prendre un peu un pas de recul avant d'expliquer ce que c'est le Web3, c'est essayer de se dire qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans le monde physique, qui n'est pas et qui n'existe pas dans le monde digital. Et lorsqu'on observe les choses, ce dont on se rend compte, c'est la notion de propriété. En effet, lorsqu'on étudie un petit peu l'histoire et on va dire les 2 siècles et demi qui se sont écoulés, aujourd'hui on vit dans une société qui est une démocratie libérale, et un des droits fondamentaux qui a permis de garantir l'état de droit, c'est la notion de propriété privée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va dire qui est fondamental pour pouvoir bâtir des sociétés démocratiques, libres et libérales. Le corollaire de la propriété privée, qui est un des autres piliers de ce qu'on a bâti au cours des derniers siècles, c'est la notion de confidentialité. C'est-à-dire que lorsque je suis chez moi, lorsque je suis dans un lieu privé, je suis libre de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir donner mon avis sans être sur écoute et sans être surveillé. Encore une fois, ça c'est un des piliers de ce qui constitue aujourd'hui les démocraties versus des régimes plus autocratiques. Et ce n'est pas forcément quelque chose dont on a conscience tous les jours. En fait, l'état de droit, c'est quelque chose qui s'est conceptualisé au cours des siècles, qui a pris du temps à s'installer, mais qui est là aujourd'hui et qui nous permet de vivre librement. Et encore une fois, propriété privée. Et je pense que individuellement, enfin en tout cas collectivement, on est tous très attachés à cette notion de propriété privée, puisque c'est ce qui constitue le fondement de nos libertés. Et ce qu'on observe au cours des 20 dernières années avec le développement du digital, c'est une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que ce qu'on accepte pour le monde physique, être propriétaire, on a décidé, inconsciemment je pense, de complètement le délaisser dans le monde digital. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on observe la manière dont a été construit le monde digital, c'est-à-dire Web 1, Web 2, c'est un monde dans lequel finalement on est propriétaire de rien. Je vais prendre 2-3 exemples. Sur Netflix par exemple, aujourd'hui, on a tous un abonnement, on va payer tous les mois, mais on n'est pas propriétaire des actifs, des films qu'on va écouter, versus le modèle physique, j'achète un DVD, il est à moi. Même chose Deezer, Spotify, même exemple. Dans le monde du jeu vidéo, idem, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'achète une épée par exemple sur Fortnite, même si je l'ai achetée, même si elle est associée à mon compte joueur, techniquement, je n'en ai pas une propriété pleine et entière. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je contrevienne au CGU et au CGV de Fortnite, et de manière unilatérale, on peut décider de bannir mon compte, et donc je vais perdre tous les actifs que je possède. Et ça peut représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Là où, à contrario, si j'achète un canapé chez Habitat, il est peu probable, même si je ne respecte pas les CGU et les CGV d'Habitat, qu'on vienne chez moi me retirer mon canapé.
Et si on faisait ça, ça nous paraîtrait vraiment choquant dans le monde physique. Et en fait, il est là le paradoxe. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important et ce qui serait inacceptable dans le monde physique, on accepte de le faire dans le monde digital. Et c'est d'autant plus un paradoxe qu'avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement de plus en plus de monde immersif, qui s'appelle Metaverse, mais qui est un nouveau mot, mais finalement qui existe depuis assez longtemps dans les jeux vidéo, etc., à travers des types World of Warcraft, en fait, on passe quand même, mine de rien, beaucoup de temps dans le monde digital, même également, enfin, tout simplement au travail. Aujourd'hui, par exemple, au sein de Capsule Corp Labs et de Terre-Noire, on a une entreprise entièrement remote, ce qui fait que l'essentiel de nos interactions sont réalisées à travers des médias digitaux. Et aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit pour les courses, enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez tous très bien que vous passez de plus en plus de temps sur le monde digital. Et ce monde qui prend de plus en plus de place dans nos vies, finalement, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas envie de reprendre un petit peu la propriété et aussi la confidentialité? Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque, par exemple, vous allez poster une vidéo ou simplement sauvegarder une vidéo sur votre iCloud, les CGU, CGV d'Apple se réservent le droit d'aller lire ce qu'il y a dedans, pouvoir exploiter ces données pour faire de la publicité ciblée, etc. Encore une fois, je pense que vous connaissez l'histoire. Et donc, le Web3, qu'est-ce que c'est? Finalement, ça va être une sorte d'évolution du web qui va permettre de faire émerger la notion de propriété digitale. Et encore une fois, je pense que la blockchain, c'est un mot compliqué, on peut rentrer dans des explications assez complexes sur l'organisation, la décentralisation, etc. Je pense que de manière assez simple, il faut dire que c'est une infrastructure web qui organise, c'est une organisation de serveurs un peu différente du Web 2, en l'occurrence décentralisée, qui permet de faire émerger cette notion de propriété digitale. Et après, derrière, le corollaire de la propriété digitale, ça va être de se dire, forcément, une fois que je suis propriétaire de mon épée dans Fortnite, comme dans le monde physique, j'ai la possibilité de la prêter, et surtout, j'ai la possibilité de la transmettre. Parce qu'en fait, aujourd'hui aussi, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore pu évoquer, c'est que forcément, à partir du moment où on est propriétaire de rien, à partir du moment où tout est fluide, et finalement tout locatif, tout éthéré, etc., on n'est pas en capacité de transmettre à plus tard ce qu'on a construit, etc. Et donc, c'est-à-dire que tous les actifs que j'ai pu accumuler, là où au contraire, on est content de pouvoir transmettre parfois des petits souvenirs, des petits collectibles que j'ai pu avoir dans le monde physique. Et donc, encore une fois, le Web3 va permettre, dans sa construction d'infrastructure, de faire émerger cette notion de propriété digitale. Donc finalement, fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire que si on devait résumer en une phrase ce qu'est le Web3, ce qu'est la révolution autour des NFT, de la blockchain, etc., c'est ça, fondamentalement, c'est cette notion de propriété digitale. Il me semble que le speech d'avant, de ce que j'ai entendu, c'était sur le Bitcoin. Et à la base, le Bitcoin, c'est-à-dire que oui, on peut déblatérer des heures, savoir si c'est monnaie, pas monnaie, etc. Mais à la base, ça reste simplement l'idée de se dire, je crée la possibilité de faire émerger un actif digital, Bitcoin, qui vient, entre guillemets, essayer de mirorer le fonctionnement de l'or ou d'une monnaie, mais qui permet surtout une vraie propriété de manière décentralisée, c'est-à-dire sans avoir la nécessité d'un tiers de confiance. Donc voilà un petit peu sur la partie introductive. Une fois qu'on a dit ça, on va essayer d'illustrer un petit peu ce que ça pourrait signifier en termes de cas d'usage et comment le NFT en tant que support, c'est-à-dire en tant que format numérique, encore une fois, les NFT, on en entend souvent beaucoup parler dans la presse pour des mauvaises raisons. On va associer ça à de la spéculation, on va associer ça à des valeurs folles qui s'envolent, etc. Parce qu'on a vu qu'un Bored Ape s'était échangé 300 000 $, etc. Or, quand on lit ces articles, la problématique, à mon sens, c'est qu'on vient confondre la fin et le moyen. La fin, c'est le Bored Ape, le moyen, c'est le NFT. Et on va critiquer le NFT pour sa finalité. Alors qu'en fait, le NFT, c'est simplement un support numérique. Et quand je dis support numérique, c'est l'équivalent finalement du PDF et du JPEG dans le Web 2. C'est-à-dire que dans le Web 2, les formats qui permettent d'échanger de l'information, c'est JPEG et PDF. Dans le Web 3, il faut s'imaginer que ce sera du NFT. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que plus tard, on aura des fichiers .nft qui auront des caractéristiques différentes des fichiers .jpeg, .pdf.
Et c'est pas parce qu'ils ont des caractéristiques différentes qu'ils vont forcément les remplacer pour tout. Je pense pas que pour tous les usages du web, on aura besoin de NFT, mais en tout cas, nous, chez Terno et Capsule Corp Labs, on a la conviction que pour beaucoup de cas d'usage, les NFT, d'un point de vue utilitaire, peuvent avoir énormément de valeur, indépendamment du marché de l'art, parce qu'en fait, ce qu'on a observé au cours des 2 dernières années, c'est effectivement des NFT qui se sont essentiellement développés autour du marché du collectible, et qui finalement, en tant que marché collectible, va reprendre les dynamiques de pricing du marché de l'art contemporain, qui est extrêmement spéculatif. Mais ce n'est pas parce que le marché de l'art contemporain est spéculatif que le NFT le sont. C'est simplement un moyen qui permet d'amener un marché de l'art qui est lui-même spéculatif sur le monde digital. Or, donc là, l'idée, c'est de vous donner des exemples qui sont beaucoup moins spéculatifs. Donc, typiquement, un ticket. Enfin, beaucoup moins spéculatif et qui permet d'apporter des vraies réponses à des limites au monde du Web 2 existant. Donc le ticketing, par exemple. Aujourd'hui, voilà, si on achète un ticket de concert, un ticket de théâtre, un ticket SNCF, on va avoir un PDF. Et c'est très bien, c'est très pratique, parce que ça a permis de digitaliser l'expérience, éviter d'imprimer des billets, etc. Or, ce qu'on ne peut pas faire avec un PDF, c'est le revendre. C'est-à-dire que si demain, je décide, je ne peux pas aller au théâtre pour une raison X ou Y, en tant qu'acheteur, on va être assez hésitant à vouloir acheter un PDF, parce qu'on dit, qu'est-ce qui me dit que le PDF n'a pas été vendu à 360 personnes, et que c'est simplement le premier arrivé qui va avoir accès à la place, parce qu'une fois que ça a été scanné, le truc est consommé. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a une problématique. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'est pas propriétaire, vu qu'encore une fois, le PDF, on n'en est pas réellement propriétaire, on ne peut pas le revendre. L'avantage, avec un ticket de concert qui serait un NFT, c'est qu'on dit, j'achète le NFT, il est associé à mon wallet, pour une raison X ou Y, je ne peux pas y aller, je peux le transférer. Je peux le revendre à quelqu'un, je peux ou simplement le redonner avec la certitude que la personne qui le reçoit, il reçoit bien une entité unique du concert qui permet ensuite d'accéder à la salle, etc. Autre exemple avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est de se dire, lorsque je vais émettre un avis, finalement, je dépends d'une base de données centralisée. Et si je mets des commentaires, par exemple sur Twitter, qui ne sont pas en lien avec ce que pense Twitter de ce qui est bien de dire ou pas, je peux faire supprimer mon compte. Par exemple, c'est bien connu, bon, alors ça c'était avant le rachat par Elon Musk, mais Donald Trump s'était fait supprimer son compte Twitter. On peut être d'accord ou pas avec Donald Trump, bon, mine de rien, il représente quand même 80 millions de personnes quand il s'exprime, et se dire que parce que le CEO de Twitter n'est pas d'accord avec ce que pense Donald Trump, on lui interdit de parler. Je trouve que ça pose une problématique autour de la démocratie, de la liberté d'expression, de ce qu'on peut dire, pas dire. Si on imagine demain un Twitter décentralisé, en fait, on pourrait redonner plus de pouvoir autour de la liberté d'expression, premièrement, et deuxièmement, on pourrait également se dire que lorsque finalement, en dehors des débats d'idées, si moi sur Facebook, je suis un blogueur, j'émets, je ne sais pas, des petites nouvelles, etc., qui me permettent d'avoir une exposition, en fait, je produis quand même une œuvre intellectuelle, je produis une œuvre qui peut avoir de la valeur, et je ne suis pas propriétaire de cette œuvre. Ce qui fait qu'en fait, demain, je peux perdre toutes les personnes qui me follow, encore une fois, s'il y a un changement dans l'algorithme, etc. Et donc, un réseau social Web3, ça serait un réseau qui permettrait aux gens qui contribuent à faire grandir ce réseau de les rétribuer à leur juste valeur. Et dans les jeux vidéo, j'avais déjà pris l'exemple, c'est le fameux exemple de dire, lorsque j'achète une épée, je ne suis pas réellement propriétaire, versus si je l'achète en format NFT, plus personne ne peut me l'enlever, je peux la revendre, je peux la prêter, je peux l'utiliser dans d'autres jeux vidéo si on peut créer de l'interopérabilité, etc. Donc voilà un petit peu, ça c'est 3 exemples, mais finalement, on pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Donc là, c'est une première ébauche de ce qu'on peut imaginer. Et donc, on a des choses, on peut imaginer autour de l'automatisation de certains processus, l'amélioration du marché secondaire, de la collatéralisation aussi, ça c'est assez intéressant. On travaille beaucoup, par exemple, avec des sociétés, par exemple, qui distribuent des bouteilles de vin de collection. On peut se dire, en fait, on peut imaginer un NFT qui viendrait collatéraliser la valeur d'une bouteille de vin et se dire, au lieu d'aller vendre la bouteille de vin en physique, ce qui est quand même compliqué parce qu'il faut la sortir de la cave, etc., on pourrait imaginer simplement vendre le NFT qui est le titre de propriété attaché à la bouteille de vin et ensuite venir fluidifier le marché secondaire. On peut également essayer de faire
une sorte de titrisation d'un actif immobilier, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un actif immobilier qui coûte, mettons, 1 million d'euros, le découper en 100 parts, et se dire, finalement, on va prendre ces 100 parts, et les personnes qui investissent viennent prendre une petite proportion de la croissance du marché immobilier. En fait, on peut imaginer beaucoup de choses, donc que ce soit sur la partie vraiment opérationnelle, mais aussi autour de la partie expérience utilisateur, avec des programmes qui permettent de favoriser l'engagement communautaire, des personnalisations du X plus fortes. Donc en fait, nous on travaille, enfin en tout cas au sein de Capsule Corp Labs, autour de cette chaîne de valeur, sur la faire émerger en fait des cas d'usage utilitaires autour des NFT, où finalement le fait que ça soit un NFT n'est plus un sujet, puisqu'on oublie que c'est un NFT de la même manière que lorsqu'on manipule un PDF, on n'est pas toute la journée en train d'essayer de se dire, en train d'essayer de conscientiser « Ah, c'est super, j'ai un PDF ». Non, non, on dit juste « J'ai ouvert ça, c'est un document ». Et en fait, nous, la vision du futur, la manière dont on a construit Ternois en tant que blockchain et ce qu'on réalise avec Capsule Corp Labs, c'est de se dire en fait, on va proposer des expériences où les gens vont ne pas conscientiser que c'est un NFT, simplement se dire « c'est intéressant ». J'ai pu acquérir un bien que je peux revendre, que je peux prêter, qui m'appartient, etc., sur un parcours utilisateur qui ressemble à ce qu'on connaît dans le Web 2, c'est-à-dire des logins, etc. Donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer. Comme il reste un peu de temps, ça nous permet d'avoir des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? N'hésitez pas. J'entends. Ma question, ça porte sur le fait que quand on connaît un wallet, c'est ce qu'il y a dedans. Donc ma question porte sur le fait que quand on a un identifiant de wallet, on est capable de faire des recherches et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, le côté vie privée, secret, etc., que vous évoquiez au début, on ne l'a pas vraiment. Alors d'une part, ça c'est le fonctionnement des wallets aujourd'hui. Et en fait, quand je dis secret, nous c'est aussi pour ça qu'on a construit Ternois, c'est-à-dire qu'on a créé en fait la notion de secret NFT, c'est-à-dire considérer le NFT comme un contenant dans lequel on peut venir stocker de la donnée additionnelle, type photo, vidéo, etc. Donc de la donnée vraiment lourde. Et derrière, en fait, le NFT, c'est un petit peu la clé de chiffrement-déchiffrement, et seul le propriétaire du NFT peut savoir ce qu'il y a dans le NFT, les photos qu'on a stockées. Donc en fait, c'était par exemple, si on prend les fonctionnalités de stockage qui existent aujourd'hui sur le net, type iCloud, etc., qu'on utilise assez fréquemment, là, il n'y a pas de data privacy, parce que ça, on peut aller, Apple peut décider de voir ce qu'il y a dedans, versus nous, les solutions de stockage qu'on propose sont entièrement chiffrées et décentralisées, ce qui fait que seul le propriétaire du NFT peut avoir accès au contenu du NFT. Ah non, mais alors là, c'est vous. En fait, le NFT, c'est vous achetez un contenant dans lequel c'est vous qui venez stocker ce que vous voulez. En fait, c'est acheter un coffre-fort, en fait. Et après, c'est à vous de choisir ce que vous mettez, mais en tout cas, vous êtes le seul à savoir ce que vous mettez dans le coffre-fort. Alors, le but, c'est le coffre-fort, c'est pas de le revendre, c'est plutôt de le transmettre. C'est-à-dire, je crée un coffre-fort que je souhaite transmettre à ma famille, à des amis, parce que je veux partager soit mon patrimoine digital non financier, ça peut être des photos, des vidéos, soit mon patrimoine digital financier, ma CID, mes accès à mes assurances vie, etc. Donc pour ça, aujourd'hui, par exemple, on travaille avec les notaires de France pour pouvoir créer une solution permettant de faciliter, grâce au NFT utilitaire de Ternois, la transmission du patrimoine digital de manière privée et automatique. Une question, il reste 1 minute 20 pour une dernière question. Alors sans micro pour gagner du temps peut-être. Si, ça marche, ça marche. Hein, ça marche. Bonjour. En fait, dans une vie digitale, on change pas mal, par exemple, de code, d'accès, de plein de trucs. Il y a plein de trucs qui changent. Et est-ce qu'il est possible de venir changer assez facilement ce coffre-fort? Alors le contenu? Ouais, le contenu. Ah bah oui, c'est le but. C'est qu'une fois, c'est une sorte c'est comme une sorte de boîte ouverte dans laquelle on peut aller stocker, changer, entrer. Donc nous, on va lancer. Donc en fait,
on va lancer, donc ça c'est sur l'infrastructure blockchain, le NFT ont été pensés pour tel, et derrière en fait, une infrastructure blockchain ne s'adresse pas à des clients directement, mais c'est plutôt des applications qui vont développer des choses qui permettent de s'adresser à des clients. Et on va lancer la semaine prochaine l'application Time Guardian qui va justement permettre de stocker au continu, au fil de l'eau, des photos, des vidéos qu'on peut ensuite modifier, etc., pour ensuite les transmettre à des tiers. Il y avait une autre question ici, il me semble. Alors, il y avait monsieur aussi, qui a une toute petite question. On a vraiment 1 minute. Il faut que ça soit des toutes petites questions. Combien de nœuds et où sont-ils sur votre blockchain? Alors aujourd'hui, on a 80 nœuds. Alors où sont-ils? Il y en a un petit peu en France, en Europe principalement. On est construit sur l'écosystème Polkadot et on va sûrement devenir parachain dans les prochains mois. Ce qui fait qu'on va bénéficier en plus du niveau de décentralisation de Polkadot et donc avoir des centaines de nœuds. Ça répond à ma question sur l'interopérabilité. Ouais. Et ben on a fini tout pile. Merci.